Heu, merci d'être derrière la caméra et surtout merci à vous d'être venu. Je suis ravie, d'accueillir, Joël Fleury, oncologue au pôle santé République, heu, à demi-retraite, bientôt, mais qui a plein d'autres, casquettes et d'autres activités, à lui et la question que j'avais envie de poser, en tout cas la grande question du jour, c'est: montre-nous à quel point la santé intégrative, ça apporte du mieux-être et ça améliore la santé des soignés, mais aussi des soignants qui, Mmh. participent à la complémentarité de ces approches intégratives. Voilà et après j'aurai d'autres questions, mais elles vont venir au fur et à mesure. Alors bon, on parle effectivement donc aujourd'hui donc de santé intégrative. Bon, j'ai mis: «Sera-t-elle la santé de demain?» Je le souhaite de tout cœur et puis j'espère que vous saurez pourquoi je le souhaite de tout cœur. Peut-être que j'espère qu'on partagera, cette opinion. Hem, mais tout d'abord, on va tout simplement définir, on va rentrer dans le vif du sujet, définir ce que c'est. Bon, c'est pas compliqué en fait, hein. Il y a une définition qui est très bien, qui est celle du CUMIC. Le CUMIC, c'est le Collège universitaire de la médecine intégrative et complémentaire qui siège à Paris et qui est composé de scientifiques, en grande partie. C'est donc la définition, c'est la santé intégrative, l'association de la médecine conventionnelle, donc celle qu'on pratique en tant que médecin et en tant que soignant, hein, dans tous les jours, avec les traitements complémentaires. Voilà, c'est l'association, c'est l'alliance, moi je dirais même plus qu'une association, une alliance entre la médecine conventionnelle et ses approches complémentaires, dans une approche scientifique validée, ça c'est important, c'est pas la plus la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit des choses qui aient été reconnues et validées. Centré sur le patient, ça c'est l'âme de la santé intégrative, c'est-à-dire qu'en France, on a une médecine qui est très centrée sur la maladie. Eh bien, il est temps de se recentrer sur la personne et ça, c'est l'âme même de la santé intégrative et avec une vision pluridisciplinaire, ça, c'est la richesse de la santé intégrative. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire, idéalement, de la transversalité, avoir des regards croisés, sur les patients. Parce qu'il y a plusieurs professionnels, bah, on n'a pas les mêmes regards parce que voilà, on a des compétences différentes, on va explorer le patient avec les compétences qu'on a chacun, mais qui ne sont pas les mêmes et après le but, c'est que évidemment tous ces professionnels se retrouvent et échangent et ça permettra de mieux connaître le patient et de lui proposer un parcours de soins beaucoup plus adapté et personnalisé. OK pour la définition? Voilà. Moi, j'ai une question sur la définition. Bien sûr. Et je pense que ça a déjà été discuté au CUMIC, mais est-ce que c'est pas déjà catégoriser les choses que de parler de la médecine conventionnelle et de traitements complémentaires, et donc finalement de dévaloriser le côté Ah complémentaire? non? On dévalorise. On travaille ensemble, Oui, mais on le dévalorise pas. le le mot complémentaire, en termes de Alors, c'est les termes. Alors, tout à l'heure, on j'imagine parlera des qu'il a mots. été discuté récemment au Ouais. CUMIC, hein, ce terme. On parlera de effectivement de la sémantique, hein, parce que ça, c'est compliqué, la sémantique, mais on dira une petite diapo, sur la sémantique justement, parce que c'est vrai que les termes même intégratifs, c'est un terme qui est rugueux, intégratif et c'est un terme qui, pour certains, suscite un peu, tu vois, c'est pas fluide, tu vois? On aurait pu dire médecine holistique, tu vois? Déjà, ça, c'est plus caressant comme mot que intégratif. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas nous qui choisissons, hein. Alors, en d'autres termes, si je prends l'exemple effectivement de l'oncologie intégrative, donc, on parle de l'alliance de la médecine conventionnelle. Dans la médecine conventionnelle, en oncologie, c'est le cure, hein, comme on dit. On traite le corps malade, la chirurgie, les rayons, les traitements médicaux avec toutes les thérapies innovantes que l'on a aujourd'hui. Et puis, aux côtés de du cure, il y a donc ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire le prendre soin. Le prendre soin du patient, le prendre soin heu de sa, comment dirais-je? De la dimension émotionnelle, spirituelle, psychologique, sociale et ça englobe aussi, pas que le bien-être, ça englobe aussi toute la partie, nutritionnelle, activité physique, tout ça, ça fait partie des soins complémentaires, hein. Les approches complémentaires, ce n'est pas que le bien-être, hein, bien entendu, hein. Voilà et donc voilà, c'est le cure et le care, c'est, la dimension médico-technique et la dimension humaine qui travaillent ensemble. C'est ce qu'on appelle la prise en charge globale, en fait, hein. Donc il y a un truc, moi j'aime bien, il y a une définition que j'aime bien, c'est, heu, on ne traite pas un cancer, on soigne une personne atteinte d'un cancer. Hein, je pense que vous saisissez la nuance, d'accord?
Et ça, je l'ai vécu, hein, parce que je commence à avoir des bouteilles. Donc, quand j'étais interne, c'était plutôt traiter un organe, hein. Ça, c'est clair que là, on était à 10 000 années-lumière de l'humain à cette époque-là. Alors, justement, tu vas en parler de sémantique. Ben, justement, on va en parler de la sémantique. Alors, déjà, la définition de la santé, déjà. La santé, donc, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Si on réfléchit bien, c'est vrai que pour être full option, c'est pas toujours facile tous les jours, hein, quand même, hein, en fait. Et donc, néanmoins, voilà. Donc, voilà une définition. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé. D'accord? Faut pas, quand on soigne un cancer et qu'on guérit, d'un patient atteint d'un cancer, faut pas se dire: «Bon, c'est bon, j'ai fait le taf, il est guéri, il va bien». Bah oui, il va bien, sauf que il y a son mec qui l'a planté, sauf que, au boulot, elle s'est fait foutre dehors et que psychologiquement, elle est au fond du trou. Voilà. Soins de support, donc c'est, l'ensemble des soins et des soutiens nécessaires en complémentarité des traitements spécifiques s'il y en a et ce, tout au long des maladies graves. Ça aussi, c'est une définition de l'OMS. Donc, soins de support. Vous allez me dire: «Ouais, mais soins de support, médecine intégrative, c'est quoi la différence?» C'est l'état d'esprit qui est pas le même. Le soin de support, c'est un soin de support. L'hypnothérapie, la sophro, la nutrition, ce sont des soins de support. La médecine intégrative, c'est une mise en lien de tout ce monde, en fait. C'est ça la différence. Parce que le problème, c'est que dans le secteur médical, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, enfin, quand je dis médical, mais même paramédical, on a tendance à travailler en silo. Chacun est dans son microcosme. Et tu as le toubib qui fait son taf, tu as la psychologue qui fait son taf, tu as la sociocentricienne qui fait son taf, et cetera. Mais tout ça, ça communique pas. Et la mise en relation, c'est ça qui est important. C'est ça l'objectif aussi de l'intégratif, c'est justement travailler ensemble, mais communiquer aussi. D'accord. La médecine traditionnelle, donc ça veut dire quoi? La médecine traditionnelle, c'est la médecine chinoise, africaine, ayurvédique. Ça, c'est ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, et tout à fait, respectable, hein, donc la médecine chinoise, elle a 2 500 ans, et donc cette médecine, alors je vous rassure, hein, quand un Chinois, au jour d'aujourd'hui, a un cancer, il va pas traiter son cancer par acupuncture. Bien entendu, il va faire comme les copains, il va faire la chimio qui va bien et puis, le reste avec. Par contre, lui, il va faire de l'acupuncture en même temps ou du massage tuna ou, tout la réflexo plantaire et cetera, enfin tout ce qui est médecine chinoise. Parce que les orientaux, ça fait très longtemps qu'ils ont compris l'intégratif, hein. Donc en Occident, ça commence à faire son chemin, mais la médecine orientale a pour ça toujours été, avant-gardiste dans ce domaine. Et puis bien entendu en rouge, donc là, il faut bannir, c'est la médecine alternative. La médecine alternative, c'est la médecine du «ou», hein, l'intégrative, c'est la médecine du «et», c'est la médecine et les approches complémentaires, on travaille ensemble. La médecine du «ou», c'est l'un ou l'autre. Alors quand c'est, que la médecine conventionnelle, bon, c'est bien. Mais c'est mieux quand on travaille avec les approches complémentaires. Par contre, quand on est dans le «ou» et que, par exemple, malheureusement, ça existe, qu'il y ait des gens, qui font des approches complémentaires et qui sont quelque peu malveillants, peuvent très bien, parfois dire à un patient: «Bah, écoutez, arrêtez votre traitement, vous allez brouter mon herbe et vous allez voir que ça va donner les mêmes résultats». Bon, malheureusement, ça existe, c'est très rare, heureusement, mais ça existe et là, il faut être très vigilant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médecine alternative, qui est bien sûr condamnable, puisque là, il y avait un article américain qui avait sorti des courbes de survie chez des patients atteints de cancer, avec 3 courbes. La première, donc celle des patients traités par médecine conventionnelle uniquement, celle qui était, avec médecine conventionnelle plus accompagnement, psychologique, nutritionnel, activité physique et cetera, qui était au-dessus, et puis celle de, l'alternative, qui était largement en dessous. Donc c'est pareil, hein, les mots de médecine douce, médecine naturelle, médecine parallèle, tout ça, il faut qu'on l'oublie, en fait, hein. Faut vraiment qu'on apprenne faut qu'on ait un langage commun, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, le langage commun. Alors donc complémentaire, vous diriez quoi vous? Comme terme? Tout à l'heure, on me disait complémentaire, c'était pas un terme, Je crois qu'on n'a pas le terme. on n'a pas le terme.
Bon. J'avais vu Non, ça mais là, voilà, pour Grégory c'est pas mal, Hinault, mais par exemple. Ouais, Grégory Hinault qui met toujours intervention non médicamenteuse pour essayer d'être dans un entre-deux, voilà. Et finalement, même ça, les gens commencent à revenir dessus. Donc en fait, je sais pas oui. si c'est un vrai terme clair. Alors, il y avait aussi un terme qu'on entend des fois, c'est non conventionnel, à l'opposé Oui. de la médecine conventionnelle. Ça non plus, je pense pas que ça soit très adroit comme, non, Global. non. Ouais, ou enfin, je vous dis holistique aussi, c'est possible, pourquoi pas. Alors, on est bien d'accord que la santé intégrative, encore une fois, hein, ce n'est pas que le bien-être, hein, on est bien d'accord. J'aime bien les 4 piliers. Alors, les 4 piliers, c'est pas un consensus, hein, ça, c'est un truc enfin, que j'ai inventé. On pourrait mettre 3 piliers, on pourrait en mettre 5, on pourrait en mettre 6. Bon, bonjour Annick. Donc, ça, c'est pas consensuel, hein. Donc, la santé nutritionnelle, ok, la santé physique, la santé mentale et les troubles du sommeil. Donc, j'ai mis les troubles du sommeil avec la santé mentale. On pourrait mettre aussi les troubles du sommeil à part, hein, bien entendu. Et la santé sociale, dans lequel j'ai introduit les troubles addictifs, là aussi, qu'on pourrait mettre à part aussi, pourquoi pas. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est 4 piliers. Donc, la santé sociale étant, bon, bah, la santé sexuelle, la santé amicale, la santé spirituelle, la santé professionnelle, bien entendu, hein, le travail. Et puis, la santé environnementale, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier. Et là, j'ajoute donc des exemples, hein, qui sont pas du tout, bien entendu, exhaustifs. C'est donc les professionnels, qui sont donc pour chaque pilier. Donc, vous voyez, dans le nutritionnel, bah, il y a les diététiciennes, il y a les nutritionnistes, il y a les nutrithérapeutes, il y a même des nutrigénomistes, d'accord? Et des naturopathes. Donc, voilà, tous ces professionnels donc travaillent autour de cette santé, entre autres. Et puis, il y a la santé physique où on retrouve les enseignants en activité physique adaptée, le sport santé, les kinés qui sont bien sûr habilités à faire de l'APA. Bon, les troubles mentaux, on va pas dire la liste, hein, parce que sinon, là, je vais bouffer tout mon temps de parole, parce qu'il y a du monde. Et puis, dans le social, bon, bah, les assistants sociaux, bien sûr, mais aussi les sexologues, les professionnels qui travaillent sur la préservation de la fertilité, et puis, bien sûr, les addictologues. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque pilier, il y a des référents, il y a des outils, entre guillemets, qui peuvent justement permettre d'aider et d'accompagner des patients qui ont justement des failles dans un ou plusieurs de ces piliers. En fait, c'est de l'hygiène de vie, en fait. Les amis. En fait. Ouais, ça va parfait de te mettre en même temps à quelqu'un qui a le diplôme d'État, qu'on a qui est dans l'AFA, et un génomiste. Enfin, Attention justement aux dérives vers des médecines alternatives non validées. Et... alors, la nutrigénomiste, c'est dans les laboratoires de recherche. D'accord? Ce sont des scientifiques, hein, en fait, hein. C'est pas terminé. Ouais. Nutrithérapeute. Alors, nutrithérapeute, c'est autre chose, ça, encore. Ouais. Voilà. Mmh. Attention aux... Bah, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, le problème de ces approches complémentaires, c'est bien entendu une des limites. C'est le manque de réglementation en France sur ces approches. Parce qu'on peut très bien être sophrologue pour 3 heures sur Internet et 50 €. D'accord? Alors, quand on peut visser sa plaque, mais seulement quand vous allez voir un sophrologue, vous ne savez pas quel diplôme, quelle formation il a eu. Ça, c'est un problème. D'accord? Parce que dans une école de sophro, il y a 120 heures de formation. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas le même niveau si on fait 3 heures sur internet, ça c'est clair, hein, je veux dire. Donc, pareil dans d'autres approches qui existent, où malheureusement, il y a des formations comme ça en ligne qui sont ça c'est sûr, c'est une problématique que le CUMIC, c'est leur boulot ça, aussi, hein, bien entendu, de faire attention et d'essayer de légiférer là-dessus, hein. Ça c'est clair, hein. Les enjeux de cette médecine intégrative, bah, effectivement, c'est de faire une approche personnalisée, donc on appelle ça la médecine des 6 P, parce que vous allez voir que
les différentes l'adjectif qu'on va utiliser commence par un P, en fait, hein, tout simplement. Donc le P de personnaliser. Personnaliser, bah, c'est par exemple, je vais vous citer l'exemple d'Alain Toledano à l'Institut Raphaël. Donc là, c'est facile parce que lui, il est sur un local, enfin, un local, un grand bâtiment, on va dire. C'est grand, hein. Un petit local de 2000 m² à Levallois-Perret, hein, donc, comment dirais-je? Donc en fait, quand un patient arrive, il va être vu donc par différents professionnels et on va explorer les 4 piliers. Et puis après, donc une fois que le patient est passé avec en entretien avec ces différents professionnels, les professionnels se retrouvent et vont dessiner un parcours de soins, justement en fonction du mode de vie, des habitudes de la personne. Et donc c'est certain qu'à 5-6 professionnels différents, on a encore une fois une vision beaucoup plus large du patient. Et donc à partir de là, ils vont proposer 5-6 soins, sachant qu'à l'Institut Raphaël, ils ont 30 soins différents pour 80 professionnels. Et ils vont donc proposer sur une période de 6 mois environ, donc de faire donc un certain nombre de soins. Ils vont donner aux patients, bon voilà ce qu'on vous propose comme parcours. Donc un atelier cuisine, un peu d'activité physique, du yoga, de la sophro, de l'hypnose, etc., etc. Et donc ça, c'est ça un parcours de soins personnalisé. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut développer. Et ce qu'on voulait justement, je parlais tout à l'heure d'Overint. Le but, c'est de faire ce concept-là, le parcours de soins, mais de proximité. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de là où habite le patient, parce que on va pas, s'il habite à Pionsard, on va pas le faire venir à Clermont faire du yoga, hein, faut pas rêver, hein, je veux dire, d'accord. Donc il faut effectivement lui proposer, essayer de lui faire un parcours en tenant compte de là où il habite pour qu'il trouve des soins qui sont de proximité, sachant que même dans les contrées perdues de l'Auvergne, il y a pas mal de professionnels qui font. Mais par contre, attention, toujours pareil, faut être vigilant, faut se renseigner. Je ne sais pas si on aura le temps, mais après je vous dirai que pour Overint, on a un mode de sélection qui est tip top pour justement éviter de faire entrer le loup dans la bergerie. Donc voilà. Ça nous intéresse, ça. Pas très preneur. Retour. Ça. Oui, donc disons que en fait avec Overint, on va faire rentrer donc un certain nombre d'associations, bien sûr, mais pas que Auvergnat. On va faire entrer notamment une association qui s'appelle Miasano. Tu connais Miasano? Non? C'est une association belge. Et en fait, c'est vachement bien ce qu'ils ont mis en place. C'est pour des professionnels de soins complémentaires, pour rentrer dans l'association, il va falloir, ils vont avoir une carte avec des codes couleurs. Et il y a donc une couleur qui va correspondre au fait que des professionnels qui sont aussi dans le circuit vont aller chez vous pour que vous leur fassiez découvrir votre soin. D'accord? Et puis il y a une autre couleur où c'est l'inverse, c'est vous qui allez aller chez un autre professionnel d'une spécialité différente pour découvrir son soin. Ça, moi je trouve le concept absolument génial parce que ça, ouverture d'esprit. Hein. Parce qu'on dit les médecins, ouais, psychorigide, machin, etc. Ouais, mais les professionnels de soins complémentaires, pour certains, sont dans le même mode. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que le soin qu'ils font, c'est le meilleur et que les autres, c'est de la merde. D'accord? Donc, en fait, non. Donc là, ça va permettre justement de découvrir les soins et même pour des soignants, aussi bien sûr, qui peuvent rentrer dans le circuit. Et ça, c'est un mode de sélection qui est intéressant parce que ceux qui sont plutôt du côté, comment dirais-je, pas obscur de la force. Mais c'est pas ça, mais. Non, mais qui sont un peu dans la bienveillance ou dans le lucratif ou dans le viens, je t'entraîne, viens, reste avec moi. Et puis les autres, non. Puis enfin bon, bref, les gens malveillants, quoi, en fait. Ces gens-là vont pas rentrer là-dedans. Probablement pas. D'accord? Maintenant, on peut pas garantir à 100% que voilà, qu'on va faire une sélection de professionnels où on est sûr d'eux. Bien sûr, il y a toujours, bien sûr, la garantie, absolue, elle n'existe pas. Mais c'est un très bon mode de sélection. Donc, il va y avoir une antenne auvergnate de Miasson. Préventive, bah oui, la prévention, bah évidemment la prévention. Ça, c'est la santé intégrative, c'est de la prévention.
puisque en fait, on est là pour justement, proposer aux personnes en bonne santé ou aux malades d'acquérir, du moins une hygiène de vie au travers toujours les 4 piliers dont on parlait, pour, bah, justement, soit si vous êtes en bonne santé et que vous arrivez à avoir une assez bonne qualité de vie, on va dire assez bonne, hein, faut pas rentrer non plus dans la radicalité, hein, je veux dire dans l'excès, hein, il faut trouver un bon équilibre. Eh bien, c'est diminuer le risque de contracter une maladie chronique de 30. Pas mal ça quand même. Et quand on a eu un cancer par exemple, et qu'on acquiert une approche de vie, même si on n'en a pas eu une avant, il n'est jamais trop tard pour bien faire, eh bien on peut diminuer le risque de rechute de 30. Ça fait aussi bien qu'un médoc, hein. D'accord? Donc c'est ça la prévention. Alors la prévention primaire, ça c'est quand les gens en bonne santé pour éviter qu'ils soient malades. Prévention tertiaire, quand on a été malade, prendre les mesures nécessaires pour éviter une rechute éventuelle. Donc prévention, prédiction aussi, bien entendu. Prédictive, bah, c'est la même chose, sauf que on a des patients qui ont des facteurs de risque. Facteurs de risque, que ce soit de problèmes cardiovasculaires parce que les antécédents familiaux sont lourds, ou même de cancer, je dirais même de cancer génétique, hein. Vous savez, les cancers du sein, par exemple, qui ont une mutation du gène BRCA, vous savez, le gène de prédisposition au cancer du sein. Bon, bah, quand il y a effectivement, on trouve chez une jeune femme de 20 ans, qui a sa mère et sa grand-mère qui ont eu un cancer du sein et qui sont porteuses de cette mutation, et qu'elle a cette mutation, elle a 85 de risque d'avoir un cancer du sein. Et jeune en plus, hein, parce que le cancer survient plus jeune chez les femmes qui ont une mutation. Donc, eh bien, en fait, même si le risque est très élevé, alors soit on la joue à la Angelina Jolie, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui dépasse, hein, ok, donc on fait mammectomie prophylactique, hein, ovariectomie avec, hein. Bon, finalement, les résultats sont quand même pas mal, hein, elle est quand même toujours aussi jolie, hein, Angelina. Mais voilà, bon ça c'est la technique américaine, hein, toujours dans l'extrême. Bon, la technique française, ça se fait en France, hein, ça peut se faire bien entendu, hein. Mais en France, bon, on va proposer plutôt une surveillance active à partir de l'âge de 25 ans chez une femme porteuse du gène BRCA. Mais on peut peut-être, par justement, en ayant une certaine forme d'hygiène de vie, bah, elle peut peut-être diminuer son risque de contracter ce cancer. Voilà. Pour vous dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avoir une bonne hygiène de vie, c'est pas une garantie de vie éternelle, hein. Bien entendu, on est bien d'accord. Souvent en consultation, souvent les femmes d'ailleurs, qui ont un cancer du sein, il y en a certaines qui me disent: «Mais je comprends pas, je fume pas, je bois pas, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, enfin, moi j'ai une bonne hygiène de vie, mais pourquoi?» Je dis: «Oui, oui, je leur ai dit: «C'est bien d'avoir l'hygiène de vie que vous avez et surtout gardez-la, mais ça diminue le risque, ça ne le ramène pas à zéro, faut pas bien sûr, hein, ça se saurait, hein, je veux dire». Et puis pluridisciplinaire, bon voilà, hein, j'y reviendrai pas, mais ça c'est vraiment très enrichissant. Je dirais, ça demande ça aussi un état d'esprit, hein, c'est pas évident. Heu Avec Acavi, Acavi, c'est donc l'association pour la qualité de vie des professionnels en santé, la qualité de vie au travail. C'est exactement la même chose, c'est pluridisciplinaire, c'est très transversal, d'accord? Donc la transversalité, ça demande vachement d'humilité, quoi, je dirais. Par exemple, quand on fait des staffs pluriprofessionnels dans les services, qui est un des gros piliers de la démarche, bah, en fait, l'idée, c'est de faire parler pour un malade donné, c'est l'aide-soignante qui parle en premier. Des gens qui, en fait, qui ont pas l'habitude de s'exprimer. Là, elles vont s'exprimer et elles vont nous donner leur regard sur le patient. Après l'infirmière et puis après la psychologue, leur thérapeute, enfin tous ceux qui ont gravité autour du patient. Le médecin, à la limite, il parle en dernier, d'accord? Mais il y a une écoute, il y a un respect de chacun et une reconnaissance de chacun. Et ça, pour les soignants, je veux dire, c'est quelque chose de vraiment extrêmement, important et qui, bien entendu, est très, très bénéfique pour se sentir bien dans son travail, en fait. Ça s'apprend, hein. La pluridisciplinarité, ça s'apprend. Ah oui, 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 non, ça s'apprend, mais des fois, c'est compliqué selon un peu l'état d'esprit, surtout des managers. Donc les managers dans un service, c'est les médecins et le cadre. Déjà, il faut que, ça soit dans le même trip, hein, ils soient dans la même volonté. Oui, c'est une volonté, ça va, c'est une volonté. Ça, c'est sûr, hein.
Probant, bah oui, parce que bon, bah, faut quand même, alors il y a un truc que j'avais entendu une fois, dans un congrès, j'ai adoré. C'est la médecine aujourd'hui, c'est, la evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, hein, voilà. Bon ça ici accroche, hein, c'est clair. Et un jour, il y avait un Américain qui avait dit: «La médecine intégrative, c'est une médecine basée sur les valeurs». Ouais, je trouvais ça magnifique. Je trouve ça tellement vrai. Donc effectivement, il faut effectivement, la médecine, doit faire preuve quand même elle doit apporter un certain nombre de preuves, éventuellement de pertinence. Donc là, je peux pas m'empêcher de citer un exemple et je pense qu'il y a quand même je pense que vous ne serez pas évidemment, contre cet exemple, ce qui est complètement irrationnel, qui est de charmer le feu. Si c'est pas irrationnel ça et ça marche. Ça marche. Ça marche quand, chez des patients qui ont des zonas, des patients qui ont de la radiothérapie. Vous savez, j'étais à Lyon, bah, tiens, tel, on était ensemble à et il y avait donc, des infirmières, non, c'était pas Stockholm, non, c'était un autre congrès à Lyon, non, c'était une autre réunion à Lyon, où j'avais demandé à des infirmières, il y avait des infirmières qui travaillent dans le service des grands brûlés à Lyon. Je leur ai dit: «C'est une rumeur ou est-ce que véritablement vous faites appel à des charmeurs de feu?» Ils m'ont dit: «Non, non, c'est pas une rumeur, c'est une réalité». Alors ça, c'est pas du pro, hein, là, parce que là, je vous dis, pour démontrer ça, quand j'ai appris que ça se faisait même par téléphone, alors là, les bras m'en sont tombés, hein. Bon bref, donc J'en profite, je fais d'aparté là. Moi, je suis donc chirurgie maxillofaciale, c'est nous qui faisons toutes les brûlures à Clermont-Ferrand. Premier semestre de chirurgie maxillofaciale, donc j'ai 24 ans. J'ai fait résidence service, j'avais refait une poulette de 1 an dans le service. Et les 2 PU, la visite professeur, m'a dit: «Est-ce qu'on lui a charmé le feu?» Je suis tombée. Qu'est-ce que c'est le délire? Tu vois? Effectivement, on n'a pas été du tout formés à ce pas genre du tout. de choses-là, Moi, ça nous paraît complètement délirant, c'était mais des ça avant marche, c'était des avant-gardistes, hein. mais ça marche. Bien sûr, ça marche, bah, ouais, c'est vrai. Ça marche. Mais ça paraît barjot. La première fois on t'en parle, ça paraît pas bien. Voilà, c'était juste pour ramener l'anecdote parce que tu le remets dans le contexte, effectivement, depuis 24 ans, quoi, tu vois? Non, mais Ah là! non, mais quand même, je suis délicat quand même, hein, C'est mignon. C'était gentiment dit, ça. Alors, on va amener des preuves, enfin des preuves, voilà, des publications. Alors, il faut savoir qu'en 2003, il y avait, donc dans PubMed, hein, vous savez, PubMed, c'est la référence bibliographique, médicale. Il y avait 450 articles sur la médecine intégrative en 2003. En 2023, on en est à 80 000. D'accord? Donc en 20 ans, je vais vous dire que et effectivement, il y a eu un certain nombre de publications, bah, 80 000 papiers, hein. Donc là, celui-là, moi, je l'aime bien celui-là, parce que, donc ça a été fait en 2008, ça a été publié en 2008, donc parce que les ricains, ça fait quand même plus de 30 ans, hein, qu'ils le font, hein. Enfin, pas tous les ricains, hein, certains, un grand nombre de centres, hein. Donc, en tout cas, l'intégratif, ça vient des États-Unis, enfin, de l'Amérique du Nord. Et donc Barbara Andersen, donc elle avait publié un travail randomisé. Elle avait pris 227 patients qui étaient atteints d'un cancer du sein, 113 sans accompagnement, 114 avec accompagnement. L'accompagnement, c'était une prise en charge par une psychologue une fois par semaine pendant 4 mois et une fois par mois pendant 8 mois. Et les psychologues américaines, multicartes, hein, d'accord? Heu, Programme d'éducation thérapeutique, compréhension des démarches de soins, apprentissage d'hygiène de vie, le sport, l'alimentation, le sommeil, enfin, tu vois? Moi, je veux dire la psychologue, ouais, quand même. Et bon, voilà, donc des gens accompagnés versus non accompagnés. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ressorti en 2008? Bon, on a ressorti effectivement, bah oui, il y avait un gain de qualité de vie, ça c'est clair. Donc ça, tout le monde est d'accord. Même les intégrativo-sceptiques sont d'accord pour dire que le fait de prendre soin, ça amène de la qualité de vie. Elle a republié cette étude 11 ans plus tard. Donc elle a regardé ce que sont devenus les patients inclus dans l'essai 11 ans après. 11 ans après, pour les patientes accompagnées, 50% de récidive en moins, 68% de décès en moins. Bon, après, voilà, hein, faut quand même être prudent avec les chiffres, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 11 années. Mais bon, on peut imaginer que les gens qui ont été accompagnés, et c'est aussi ça le but de la santé intégrative, c'est OK, prendre soin des patients, c'est bien, mais il faut que derrière, ça continue, bien entendu.
Bon, voilà, donc c'est quand même, alors, vous allez me dire: «Oui, bon, c'est une étude, et cetera». Oui, alors, bah, c'est pas la seule, en fait. Parce que vous voyez, ça c'est une méta-analyse. Donc les méta-analyses, c'est-à-dire on prend plusieurs études qui ont, disons un objectif qui est commun. C'est-à-dire on va prendre des gens qui ont, donc un cancer, alors ça peut être, idéalement qui ont le même cancer, mais pas nécessairement, mais enfin en tout cas où l'approche a été la même. Accompagnement versus non accompagnement. Avec un accompagnement qui peut différer d'une étude à l'autre, certes, mais enfin l'idée c'est ça, là mais là, quoi. Et en fait, on voit très bien que, donc, méta-analyse, on pool tout ça, en fait, donc ce qui fait que ça fait évidemment un grand nombre de patients, et on regarde un peu au niveau des courbes de survie, les tendances. Donc, on voit que quand on est par là, ça veut dire qu'il y a un gain de survie qui est donc pour la plupart des études. On a 2 études où c'est a priori qui a constaté l'inverse, mais la majorité qui a constaté effectivement un gain de survie quand les patients ont un accompagnement. Donc c'est sûr que la méta-analyse, c'est pas inintéressant, même si c'est toujours critiquable, hein, je veux dire, mais ça pèse du poids, quoi, une méta-analyse, dans la mesure où il y a beaucoup de patients, alors pour vous dire quand même que, voilà, on parle pas de choses, ésotériques. L'ASCO, American Society of Clinical Oncology, donc c'est quand même la référence planétaire en matière de cancéro. OK. Et avec la Société américaine d'oncologie intégrative, la SIO, en 2023, ils ont fait des référentiels sur, l'anxiété, la dépression, la fatigue et la douleur. Là, quand j'ai vu ça, là, c'est pareil, les bras m'en sont tombés. Donc ça a été publié et voilà ce que ça donne. Ça donne que, vous voyez, ils ont fait un arbre, un algorithme, en fait, où en haut, vous avez les adultes qui ont des symptômes d'anxiété, en bas des symptômes de dépression. Et ensuite, donc, en fonction un petit peu du contexte, s'ils sont en cours de traitement ou après traitement, et en fonction des, les soins, des thérapies intégratives qui ont été reconnus et validés scientifiquement. Alors, on voit pas très bien, mais il y a des petites lettres à côté qui sont en fait les niveaux de preuve. Globalement, les niveaux de preuve sont pas très élevés, bien entendu. C'est sûr que faire une étude randomisée, comme on fait en médecine, les thérapies complémentaires, c'est pas nécessairement simple, hein. Mais néanmoins, il y a quand même des publications qui ont montré qu'il y avait quand même, a priori, des bénéfices, sur, bon, bah, l'anxiété ou la dépression, avec des approches que, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais le mindfulness, c'est là, bon, c'est ce que c'est la pleine conscience. Et là, par contre, là, il y a un H, ça veut dire haut niveau de preuve. Ça, c'est quand même intéressant. Donc là, c'est quoi enfin, vous savez ce que c'est que le mindfulness, hein, je pense. C'est évidemment tout ce qui est, méditation, ce qui est aussi marcher dans la nature, lire, enfin des choses où on est présent, on est dans l'instant présent, en fait. Ouais. Après, vous voyez, il y a ici que le yoga, la relaxation, la musicothérapie, l'hypnose, le tai chi, le qigong, la réflexo, voilà, donc je veux dire quand même, il y a une reconnaissance de la Société américaine de cancérologie vis-à-vis de ces thérapies intégratives. Donc ça, c'est quand même pas rien, quand même. Alors les dernières, effectivement en jeu, c'est le dernier P, le 6e P, c'est le P de participatif. C'est-à-dire qu'un des objectifs aussi, bien sûr, de la santé intégrative, c'est que le patient soit acteur de sa santé et que, c'est-à-dire qu'on le rende autonome. On va pas le tenir par la main pendant 107 ans, hein. On n'est pas là pour les assister, hein. On est là pour les accompagner, mais après, faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc, être acteur de sa santé, on va faire un peu comme les philosophes qui adorent les étymologies. Donc le patient, ça vient du latin patior, celui qui subit. Donc tu vois, finalement, tu vois, on ne devrait pas appeler nos patients des patients, en fait. Mais bon, on va les appeler comment? Des acteurs? Ouais, ils vont tous se la péter, après ils vont se prendre pour, Donc l'acteur, effectivement, être acteur de sa santé, ça veut dire celui qui agit. Donc,
Et la santé, vous voyez, qui vient de sanitas, sanitas, sanitaire, hein, d'ailleurs, ça vient de là, état d'intégrité de plénitude. Donc, en fait, du patient à lecteur, c'est un vrai changement de paradigme, hein, surtout dans notre pays, où, ouais, on a vraiment beaucoup de patients, en fait, hein. Et donc, la santé, comme on dit, ça ne se reçoit pas, ça se co-construit, ça se co-construit entre le patient, la personne, on va dire, et les professionnels de santé. Chaque choix est un acte de santé. Manger équilibré, bouger, gérer son stress, bien dormir, éviter les addictions, vivre harmonieusement. C'est pas nécessairement facile, bien entendu. Mais en tout cas, faut être dans l'action. Enfin, on peut pas le faire à la place du patient. Je veux dire, on va donner les outils au patient, mais après, il faut que lui, bien entendu, il fasse les choses, il fasse le taf. Mais c'est sûr que c'est pas facile parce que il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais en tout cas, il faut avoir la discipline de le faire parce que de le faire, on sait que ça peut être bénéfique. Parce qu'on peut pas toujours faire des choses qu'on aime. Après, bon, bien entendu, au niveau de l'activité physique, vous allez pas aller à la piscine si vous détestez l'eau. Bien entendu, il faut choisir quand même une activité physique qui vous convienne. Dans les soins, dans les approches complémentaires de gestion du stress, si je peux dire, c'est pareil. On va pas faire un soin. Enfin, faut adhérer aux soins. Donc, faut être bien avec le professionnel. Il faut que le soin nous apporte vraiment du bien-être. Voilà, donc il faut trouver ce soin parce que des fois, évidemment, on le trouve pas nécessairement du premier coup, hein. Après, encore une fois, c'est une question d'équilibre, hein. Avoir une bonne hygiène alimentaire, faut pas se mettre la pression, faut pas être dans l'excès. Enfin, quand j'entends, parce que des fois avec les médias, quand ils savent pas quoi dire, quand il y a des trous dans l'information, bon, ils vont te sortir, «Ah, le sucre donne à manger aux cellules cancéreuses». Alors évidemment, tu as des gens qui entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent le sucre. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Faut pas arrêter le sucre. Faut simplement diminuer la dose de sucre. C'est clair qu'effectivement, trop on mange trop de sucre, mais monstrueusement trop. Donc, par contre, il faut en manger une quantité, bien sûr normale. Alors je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est, je l'avais fait il y a pas longtemps ça, 10 grammes par jour, je crois. C'est-à-dire l'équivalent de 6 cuillères à café de sucre par jour. Ça, c'est ce dont on aurait besoin. Parce qu'il y a lui, un gros gourmand celui-là, et puis il y a en fonction de votre activité. C'est sûr que si vous êtes, assis toute la journée, c'est pas pareil que si vous êtes, en mouvement tout le temps ou si vous faites du sport, quand on fait du sport, on a besoin de sucre, hein, par contre. Donc au niveau alimentaire, effectivement, c'est pareil. Faut pas être dans les excès de pas plus de sucre, on va manger des brocolis tous les jours, comme ça on n'aura pas de cancer du côlon. Jus de goyave pour pas avoir le cancer de prostate. Ouais, bien sûr, vas-y, quoi. Jus de goyave et puis brocoli, top, hein. Enfin, bouffer ça tous les jours, ça a pas de sens. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà, c'est ça, c'est un peu ridicule, ces trucs-là qu'on entend, quoi. Donc, en fait, c'est encore une fois, c'est autour des 4 piliers. C'est-à-dire, quand on dit l'activité physique, ça a été démontré scientifiquement, ça diminue le risque de maladie chronique. D'accord? Ou même de rechute après cancer. Ça, c'est vrai. Et il y a un rationnel scientifique. Mais c'est pas l'activité physique à elle toute seule. C'est l'activité physique. Souvent, quand les gens se mettent à faire de l'activité physique, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent. Donc déjà, il y a le nutritionnel qui va changer. Et puis autre chose, c'est quand vous faites de l'activité physique, en fait, vous vous sentez vachement bien après. Santé mentale. Puis en plus, si vous en faites avec tes copains et copines, lien social. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ensemble de ça qui fait que c'est bénéfique. Voilà, donc c'est l'enjeu de la santé intégrale. Alors bon, là, c'est pour me faire plaisir, mais j'ai le temps là ou? Tu me dis, hein? J'ai inventé le 7e P parce qu'en médecine intégrative, on parle de 6 P, mais enfin tout le monde est d'accord, hein, c'est pas moi qui l'invente. Le 7e P, c'est le P de planétaire parce qu'en fait, bon, l'homme c'est bien, mais sapiens c'est bien, mais on n'est que dalle, hein, sur la planète, hein, et encore moins dans l'univers. Donc on peut pas effectivement vivre, se foutre éperdument de la santé animale et de la santé environnementale, hein. Donc vous savez, il y a un concept qui s'appelle One Health. Ça vous parle ça, One Health? One Health, ça veut dire une seule santé. One Health, ça a été adoubé par l'OMS. One Health, en fait, c'est justement l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale.
Et là, ce qui est génial, on parlait tout à l'heure de pluriprofessionnalité. Mais quand on parle de pluriprofessionnalité, on parle de pluriprofessionnalité dans le monde de la santé. Là, on va parler d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'en fait, là, on va se retrouver avec des vétérinaires, avec des spécialistes de l'environnement, des écologistes, etc. Et alors là, c'est encore plus génial, parce que là, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont dans un milieu complètement différent du vôtre. Et là, je vais vous dire que là, c'est méchamment enrichissant quand même. Et puis c'est incontournable, hein, on ne peut pas, voilà, on vit dans un écosystème, hein, je veux dire, et puis on fait les cons, ça c'est clair, hein, je veux dire, on va, si on continue comme ça, malheureusement, on va finir par s'autodétruire, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis, ah bah, alors ça c'est plus optimiste, hein, déjà. C'est 8e P, bah ouais, je l'aime bien celui-là, c'est le P de philosophique. Parce que la philosophie, c'est effectivement un art de vivre. Mais c'est aussi comment apprendre à mourir, la philosophie. Et puis vous allez découvrir que notre copain Hippocrate, qui est donc le père de la médecine, hein, à l'époque, il a remis un peu les choses en ordre, hein, parce que là, c'était du pornawak à l'époque, hein, je veux dire, hein, c'était tout le monde s'improvisait tout vide, bon, c'était un peu n'importe quoi. Vas-y, broute mon herbe, machin, tac, tac. Chacun y allait de lui, bon, il a un peu cadré, on va dire. Et en fait, la médecine qu'il exerçait à l'époque et qu'il a promue à l'époque, en fait, quand on regarde, en fait, c'est la médecine intégrative, en fait. Donc, on n'a rien inventé, en fait. Il avait une approche holistique, déjà, lui, à l'époque. Lui, à l'époque, est parti du principe que la plupart des maladies, c'était des maladies de l'environnement. C'est-à-dire de mal bouffer, enfin, des choses que l'on connaît aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est multiplié par 10 000, hein, par rapport à l'époque, je pense. Mais déjà, il avait compris qu'il y avait l'environnement qui jouait un rôle. Voilà, bon, après, il n'y a pas que l'environnement, bien entendu. Il y a, alors, pour dire que la part génétique, parce qu'on entend souvent parler de génétique, surtout quand on a un problème, on dit oh, ouais, c'est génétique. Oui, non, bah, oui, non, bah non, en fait, hein, c'est génétique. Pour les maladies chroniques et le cancer, c'est génétique dans 5% des cas, en moyenne. Point barre. Le restant du temps, c'est soit, bon, la faute à pas de chance, ou pour des causes environnementales. Voilà, la prévention, il avait déjà compris qu'en ayant un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, se bouger, gérer le stress. Alors, il y a un truc qu'ils aimaient bien, les Grecs anciens à l'époque, c'était le rire. C'est que le rire, il y a le yoga du rire aujourd'hui, il y a la rigolothérapie, c'est quelque chose qui existe, c'est une thérapie. C'est vrai que le rire, bah, d'ailleurs, ça vous est tous arrivé d'être mort de rire devant, je sais pas, un humoriste ou je ne sais quoi. En fait, on se sent vachement bien après, quoi, en fait. Donc, ils avaient compris ça, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de théâtre. Il n'y avait pas que du théâtre dramatique, à l'époque, il y avait aussi du théâtre comique. Les thérapies naturelles, bah, de toute façon, ils n'avaient pas de médoc, hein. C'est pour ça qu'ils étaient bien obligés de prendre des plantes et des fleurs et tout ce que tu veux. Mais bon, je pense qu'ils étaient quand même assez balèzes. Mais toi, ils pratiquaient déjà la relaxation, les massages, la méditation. Ils individualisaient les traitements, ils exploraient l'esprit et le corps, parce qu'eux, ils avaient compris un truc, c'est que lui là-haut et puis le restant du corps, ça marchait ensemble en fait, hein. Et puis l'intégration des connaissances, c'est-à-dire qu'ils étaient très avides des médecines dites traditionnelles, africaines, indiennes, etc. Bon, vous voyez, à l'époque, ils étaient vraiment quand même extrêmement brillants. Voilà, donc là, voilà, bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Bon, est-ce que maintenant, la santé intégrative, c'est clair pour tout le monde? Bon. Alors effectivement, le petit chapitre qu'on va faire, c'est entre évidence et vigilance. Entre évidence et vigilance, alors les évidences de la santé intégrative à l'échelle personnelle, donc c'est une approche personnalisée, on a vu, renforcement du sentiment d'autonomie, on a vu, réduction du stress, moindre recours aux médicaments. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça aussi c'est un problème, c'est que les approches complémentaires sont pas là pour remplacer les médicaments. D'accord? Par exemple des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Par contre, les approches complémentaires, elles peuvent occasionner, si ça marche bien, une diminution de la consommation des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et déjà, si on obtient ça, c'est déjà une victoire. Meilleure tolérance et observance. Quand on fait du soin complémentaire, il est clair qu'effectivement, on peut permettre de mieux tolérer les traitements que l'on applique. Si on les tolère mieux, si de ce fait-là, on va mieux les prendre, une meilleure observance, et puis surtout, meilleur résultat à la clé.
savez, en matière d'observance, quand on prend l'hormonothérapie des cancers du sein, c'est une catastrophe, hein, je veux dire, c'est quand même 30 à 40 de mauvaise observance, voire d'arrêt du traitement. Et ça multiplie par 3 le risque de rechute quand même, hein, le fait d'arrêter prématurément l'hormone. Donc, si on peut, par des approches complémentaires, améliorer la tolérance des traitements, bah, ça aussi, c'est super. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être effectivement, non seulement cette amélioration de la qualité de vie, mais aussi il y a un impact chez certains patients sur la quantité de vie. Parce que justement, si on leur permet de mieux tolérer le traitement, après, c'est toujours pareil, les approches complémentaires, c'est comme la médecine conventionnelle, hein, ça marche pas à tous les coups, hein. D'accord? Quand on fait une chimiothérapie, on peut pas garantir 100 de réponse, c'est pas vrai, hein. D'accord? Et puis l'amélioration de la qualité de vie, bien sûr, à l'échelle collective, c'est, l'amélioration de la relation soignant-soigné. Donc là, effectivement, ça, c'est un truc qui est très intéressant. C'est que si dans un service, dans un hôpital de jour, vous avez des patients qui sont, bah, apaisés, parce qu'ils font des approches complémentaires, ils font de l'auto-hypnose peut-être ou de la sophro ou bref, bah, c'est certain que quand vous êtes soignant et que vous vous adressez à un patient qui est plus détendu, qui est moins stressé, la relation, elle est quand même plus facile, la communication est plus facile. L'optimisation des parcours de soins, le renforcement du travail pluridisciplinaire, ça je vais en parler juste après, l'amélioration de la qualité de vie au travail, donc l'amélioration de la qualité de vie au travail, bah, ça va améliorer la qualité des soins, hein, en fait. Ça, c'est logique. Et donc, au bout du bout, une meilleure satisfaction des usagers, des personnes. Donc, voilà, ça c'est un petit peu l'objectif. Donc, vous voyez, en fait, on a le même objectif entre la santé intégrative et la QVCT des soignants, c'est que à terme, on améliore la qualité des soins. Donc, le résultat final, c'est le patient qui en tire profit. À l'échelle sociétale, ben, c'est surtout de promouvoir la prévention. Vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres, je vous donne un peu le tournis. La promotion des modes de vie favorables, donc ça aussi, c'est un petit peu et ça, faut pas attendre que ça vienne des gouvernances. Ça, c'est un travail c'est un travail de la base. On peut, nous, à l'échelle du territoire et ceux qui vont rentrer dans Overint auront aussi éventuellement cette mission, c'est de promouvoir justement la prévention dans le territoire dans lequel ils agissent. Réponse adaptée à la demande des usagers. Vous savez, en santé intégrative, le plus dur, c'est pas d'essayer de, enfin, entre guillemets, de convaincre, j'aime pas de ce mot-là, mais enfin, de convaincre les usagers. Les usagers sont hyper demandeurs. 80% des gens atteints de cancer utilisent des approches complémentaires. Et souvent, sans que le cancérologue le sache. Donc, voilà. Donc, le plus dur, en fait, c'est les professionnels de santé. Et notamment les toubibs. Là, on a pas mal. Surtout avec certains. Pourquoi? Parce que voilà, on n'a pas été formaté comme ça. On a été formaté médecine, il y a que ça de vrai, tout le reste, c'est du charlot. Moi, à l'époque, hein, quand j'étais interne, on va pas se faire du mal, hein, mais je dirais pas à l'époque, mais bon, quand même, mais les soins de support, ça n'existait pas, hein, déjà à la base. Et puis, les quelques homéopathes qui osaient un petit peu se pointer, c'était d'office, ils étiquetaient charlatans. Voilà. Ne parlons pas de la médecine chinoise, etc., ce n'est même pas la peine. Bon, aujourd'hui, on a quand même bien avancé quand même, hein, on a quand même avancé, mais en France, on est quand même malgré tout à la ramasse, hein, d'accord? Parce que les Ricains, ça fait quand même 30-35 ans qu'ils y sont. Les Européens, ça fait plus de 10 ans, mais quand je dis les Européens, c'est tous les pays limitrophes de la France, hein, tous, hein, de l'Italie à la Belgique, sauf la France. Les irréductibles gaulois, bien entendu, hein, c'est bien, qui se méfient de tout, ils sont des fiers, ouais, c'est quoi ce machin, etc. Mais en France, ce qui me rassure, c'est deux choses. C'est que le corps médical se féminise, et ça, c'est un bon point, parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles à ces choses-là. Et puis la deuxième chose, c'est que en France, quand le déclic se produit, on te rattrape le retard en moins de 2. Donc on va y arriver. Réduction des inégalités de santé pour les soins en établissement de santé. Je dis bien en établissement de santé parce qu'effectivement, souvent les soins que l'on produit sont gratuits, ce qui n'est pas nécessairement le cas après en ville. Et là, ça sélectionne un peu.
Parce que des gens qui sont un peu dans la précarité, ils peuvent pas payer 80 balles une séance d'hypnose. Transition vers une santé plus humaniste, préventive et durable, bah oui, bah c'est l'objectif, bien entendu. Alors, une page de pub, je vais faire comme Antenne 2. Ah, piou, 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 piou. Alors, oui, la page de pub, bon, bah, c'est l'Oasis des Landes parce qu'en fait, c'est complètement l'intégratif, hein. Donc, en fait, on a deux pôles. On a le pôle intégratif. Le pôle intégratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens, quand ils sont à l'hôpital de jour, donc ils viennent pour leur chimio, ils restent en moyenne 2 heures. Une moyenne, hein, ça peut être 5 minutes à 6 heures. Mais en moyenne, ils restent 2-3 heures, en fait. Pendant le temps qu'ils sont en chimio, bah, plutôt qu'ils regardent leur perfusion couler, il y a des professionnels qui vont rentrer dans la chambre et qui vont dire: «Est-ce que vous voulez un massage? Est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez peindre, dessiner, modeler, coller faire de l'art-thérapie?» Donc les patients disent non, disent oui, et cetera. Bref, donc voilà. Donc ça, c'est un modèle qui est intéressant parce que d'une part, donc on a 3 socio-esthéticiennes, on a une masseuse bien-être, une art-thérapeute, une réflexologue plantaire, une sophrologue. Alors qui sont bon, malheureusement, hein, j'aimerais bien, mais là, il faut quand même des sous quand même parce que bon, faut quand même les financer ces gens-là, hein, puisque ce sont tous des auto-entrepreneurs, hein, ils vivent de ça, en fait, hein. Donc on est bien obligé de les financer, donc ça veut dire qu'il faut trouver des sous et ça veut dire qu'on a là, ce qu'on a fait, c'est de mettre 2 professionnels de soins par demi-journée. Puisque les patients, quand ils viennent en chimio, ils viennent toujours le même jour et sur le même créneau horaire. D'accord? Voilà, donc le professionnel rentre et propose le soin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on provoque le prendre soin. Il y a des patients, des fois, qui disent même, «Non, non, mais moi je vais bien, hein, proposez-le à d'autres personnes qui sont plus mal». Bah non, en fait. Non, vas-y, on va te faire goûter, le petit massage crânien, tu vois? Et donc, en fait, on leur fait découvrir que le prendre soin. Parce que même dans cette salle-là, prendre soin des autres, les champions du monde, hein, mais prendre soin de vous, hein, si on commence à enquêter là, je pense qu'il y aurait du mal de faire. Parce que prendre soin de soi, bon, c'est pas très, très bien faire, quoi. Et quand on le découvre, le prendre soin, on se dit: «Waouh! Putain comme c'est trop bien, quoi». Et le but après, alors donc effectivement, c'est de faire découvrir le soin chez certaines personnes qui n'auraient pas fait la démarche de faire ce soin dans un lieu dédié et revenir exprès pour le faire. Il y en a qui le feraient pas. Mais là, ils se disent pendant mon traitement, pendant ma chimio, pendant que la chimio coule, bon, bah, pourquoi pas, tiens, un massage, de l'art thérapie. Et là, il y en a pour certains patients, c'est vraiment une révélation. Et puis ça leur permet de vivre leur traitement complètement différemment, en fait. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la partie effectivement. Puis ah oui, deuxième chose intéressante, bon, il y a bien sûr la qualité de vie du patient, certes, mais il y a aussi la qualité de vie des soignants. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, finalement, quand une patiente attaque sa première cure de chimio, des fois, c'est sûr, hein, c'est le stress total. Alors, il y en a certaines qui gèrent, puis d'autres qui gèrent moins bien. Donc, des fois, quand l'infirmière voit que la personne est vraiment hyper stressée, elle appelle le professionnel qui est là, qui vient donc lui faire un petit massage qui va bien. Donc, la personne s'apaise et après, l'infirmière, elle connecte, elle branche le traitement. Et donc, là, donc, ce qui lui permet de travailler après sur un patient qui est apaisé, où on peut un peu mieux discuter, parce que quand on est, dans un stress pas possible, on n'a pas envie de parler, donc là, elles peuvent, ouais, un peu mieux communiquer. Et en fait, on s'est rendu compte, en fait, en discutant avec elles que, bah, finalement, ça a amélioré quelque part leur qualité de vie au travail, parce qu'effectivement, on était dans une atmosphère plus apaisée. Et puis, ce qui est intéressant, et ça, c'est surtout intéressant parce que les soignants sont un peu comme des fois, comme certains médecins ont des idées préconçues sur ces approches-là. Là, elles voient en direct ce que ça donne. Elle voit en direct dans quel état ça met le patient, quoi, je dirais. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, si elle voit qu'effectivement, elle se dit: «Ah ouais, ça, c'est vachement bien», en fait, elles vont le promouvoir après. Ouais. Voilà. Et puis l'autre pôle que j'irai vite là-dessus, c'est un pôle des ateliers pour tous. Donc ça, c'est des trucs qu'on a mis en place dans Clermont, dans des salles, hein, hors établissement. Et on fait des ateliers de danse théâtralisée, de danse-thérapie. Bientôt, on va mettre des ateliers chant, ateliers couture. Les ateliers cognitifs sont en place et les balades santé. Voilà. Mais ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, c'est ouvert à tous les patients ou qui soient traités, pas uniquement au PSR, mais aussi à Jean Perrin, au CHU, puis même éventuellement, pourquoi pas, à Vichy. Bon, ça fait un peu loin, enfin un peu loin, pas si loin que ça, mais enfin, c'est ouvert à tous. C'est ouvert aux aidants et c'est ouvert aux soignants. La page de pub est donc terminée. Les vigilances. Alors les vigilances,
Bah, c'est effectivement, comme on disait tout à l'heure, le manque de réglementation. Ça, c'est quand même un problème qu'il faut quand même vite régler. L'inégalité d'accès, je le disais tout à l'heure, des gens qui sont dans la précarité, bah, ou du moins qui ont pas trop de revenus, bah, il y a certains soins qui sont inaccessibles. Ah, encore une fois, un soin d'hypnose, c'est en moyenne 80 € quand même. Alors c'est sûr que ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure, mais 80 €, c'est pas une petite somme. Puis en plus, il faut pas y aller qu'une fois, quoi. Personnaliser le parcours de soins, on en a parlé, et ça, c'est quand même vachement important. Et ça, c'est, je trouve, un concept qui est vraiment chouette. Le coût et le manque de financement, bah oui, c'est un coût. Et puis le manque de financement, parce qu'effectivement, il y a maintenant des mutuelles qui financent l'activité physique adaptée. Il y a aussi des mutuelles qui donnent des sommes forfaitaires pour certaines approches complémentaires. Tu vois, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà. Mais bon, il y a encore du taf, hein. Les niveaux de preuve, donc les niveaux de preuve, bon bah voilà, il faut bien entendu, il faut niveau de preuve ou niveau de pertinence en tout cas. Euh, on n'en est pas encore en France à faire appel à des chamans. Ah, ça, c'est clair qu'on n'a pas franchi le pas, mais c'est clair qu'il ne faut pas le franchir au jour d'aujourd'hui. En France, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire que, tu vois, avec Overint, on va travailler sur des approches complémentaires. On va recenser des approches complémentaires qui sont quand même validées scientifiquement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont été le fruit de publications qui ont montré quand même que ça avait effectivement un intérêt. Voilà, on va pas non plus, bien entendu, recevoir des choses et des soins. Moi, il y a des soins, même le nom, je comprends même pas ce que ça veut dire. Donc, c'est voilà. Donc, après, des fois, on a tendance à mettre thérapie à côté de tout, tu vois. Même moi, je le fais, tu vois. Des fois, je dis aux patients, on va faire une jojo-thérapie. Ouais, parce que je m'appelle Joël, non, une jojo-thérapie. Bon, moi, j'ai pas encore breveté ce truc-là, mais et puis donc l'intégration dans le système français. Alors voilà, hein, c'est en France hein, encore une fois. Alors justement là, on va parler un petit peu du système de santé français. Avec en France, 24 millions de personnes sont touchées par des maladies chroniques. Donc un Français sur 3. C'est quand même énorme. Que le coût de la santé, c'est 300 milliards d'euros. Que sur les 300 milliards, 110 milliards, c'est ce que coûtent les maladies chroniques. Par exemple, on a l'obésité qui coûte 20 milliards par an. Le stress, ça coûte 70 milliards par an. Les troubles du sommeil, ça coûte 100 milliards par an. Après, sachant qu'il y a des patients qui sont fous là-dessus, hein. Il y a le vieillissement de la population, qui explique évidemment effectivement cette augmentation régulière des coûts de santé, l'amélioration diagnostique, quand on dépiste, et les innovations thérapeutiques qui coûtent une fortune. Enfin, en cancéro, je pense je crois qu'on n'est pas les pires en matière de spécialité qui coûtent cher. Je me demande si les psychiatres coûtent pas plus cher. Ah oui, moi j'étais feuille, c'était concours, mais dans la psychiatrie, La psychiatrie, mais on doit pas être loin derrière, hein, parce que enfin, quand on voit le coût des médicaments qu'on prescrit, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, les données médico-économiques, c'est que en France, chaque année, il y a 1 milliard de consultations, dont 500 millions pour des maladies chroniques. Comme dit Alain Toledano, en France, 93% des consultations de maladies chroniques se soldent par une prescription d'un médicament. C'est 40% aux Pays-Bas. Et les Hollandais vivent pas moins longtemps que les Français. Tu vois, on a vraiment une culture, une médecine prescriptive, c'est incroyable. 7 milliards, c'est le coût des médicaments qu'on jette chaque année dans ce pays. 7 milliards. Avec 7 milliards, on pourrait financer un sacré nombre de soins complémentaires. 9 milliards, c'est le coût que ça coûte, la non-observance des traitements. Donc ça inclut en fait des malades qui vont rechuter du fait de la mauvaise observance, hein. Donc tout ça, ça a un coût, etc. Et puis là, ce qui est affligeant, c'est que c'est les données sur le budget santé. Je crois que cette année, c'est 33 milliards d'euros, je crois, il me semble qu'ils ont été, qui a été discuté. Mais en 2023, c'est 28 milliards, dont moins de 3% alloués à la prévention. Alors pourquoi? Une des explications, c'est que le problème de la prévention, si vous mettez une prévention efficace en place, les résultats, vous allez les récolter 5 à 10 ans plus tard, c'est-à-dire au-delà d'une échéance électorale.
Voilà, J'ai tout dit. j'ai tout dit. Tout est dit, c'est bon, il faut arrêter, hein. Itemis est. Vous vous rendez compte que si on était quand même efficace en matière de prévention, on pourrait quand même baisser de 30% des décès prématurés, et évitables. De ce fait-là, un gain de 10% du PIB. Il faudrait effectivement, idéalement, passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative en proposant des parcours de santé, que ce soit en prévention primaire ou en prévention tertiaire. Une politique forte de prévention. Si vraiment, dans un monde idéal, hein, bon, ça, faut pas rêver non plus, mais bon, supposons dans un monde idéal, on pourrait éviter 40% de cancers en moins. Il y a 450 000 cancers chaque année, hein. 40%, on peut les éviter par le changement du mode de vie, hein. 40% des cancers du sein, par exemple, sont des cancers liés aux troubles du comportement et de l'environnement. On pourrait éviter 40% des cancers, on pourrait éviter 80% des maladies cardiovasculaires. 150 milliards d'économies à 10 ans. Ouais, leur dit ça, nos copains parisiens, là-haut, là. Mmh. Mais bon. Voilà, voilà. Comment? Ah oui, la cigarette rapporte autant. Faudrait voir. Ah, ok, mais... Mmh. L'alcool aussi. Donc effectivement, il faut savoir se faire plaisir. Mmh. Tu vois, alors, tout à l'heure, je parlais d'alimentation. Il y en a qui parlent du 80-20. Moi, j'aime bien le 80-20. Ça veut dire que dans 80% du temps, on fait attention à ce qu'on mange. Bon, une alimentation équilibrée, la plus saine possible. Manger sainement, c'est pas toujours facile. Enfin, en tout cas, une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits, machin. Peu gras, peu salé, peu sucré. Puis dans 20% des cas, ouais, bon, allez, faut se faire plaisir, quoi. D'accord? De toute façon, quand vous faites attention à ce que vous mangez, et puis qu'un soir, vous allez au restaurant avec des amis. Attends, je veux dire, tu vas pas prendre une pomme de terre bouillie, le restaurateur, il va te regarder dans le lapin. Non, tu vas faire comme les autres, tu vas manger ton truc en sauce, quoi, hein. Bon, mais c'est pas grave. Ou si tu as ton gamin ou le petit-fils qui vient: «Ouais, viens papy, on va au McDo». Ouais, au McDo, bon, bah oui, bah, faut savoir faire du social un peu, donc leur faire plaisir. Bon, mais c'est pas grave, même si on mange un Big Mac, comme ça, une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va foutre en l'air tous les efforts que vous faites. D'accord? Voilà. Bon, faut pas non plus, encore une fois, être dans la radicalité, comme je disais. Mais il faut que ça reste vraiment très occasionnel. Alors, pour montrer le pourquoi aussi, c'est quand même, il y a eu des études qui ont été faites, vous voyez, en 2015. Bon, c'est un peu vieux, mais c'est quand même pas inintéressant. Parce que, vous voyez, en matière d'alimentation, donc, c'était une étude qui a été faite 5 ans après le cancer. Donc, des gens qui ont été soignés, et 5 ans après, on a fait cette enquête, on leur a posé des questions. Vous voyez qu'il y en avait quand même, 5 ans après, 40% qui ont modifié leur alimentation, donc 80% pour une alimentation plus saine. Il y avait la moitié des personnes qui se sentaient encore limitées dans leur activité physique 5 ans après. Une fatigue séquelaire pour la moitié. 30% qui étaient gênés par leur apparence, donc l'image de soi, l'estime de soi. Un tiers de dégradation de leur qualité de vie mentale. 20% des 18-54 ans ne travaillaient pas, ne travaillaient plus 5 ans après avoir été soignés. Et 57% avaient une baisse de la libido, donc avec les impacts que ça peut avoir sur le couple. Donc ça, c'était en 2015, c'était il y a 10 ans. Mais peut-être qu'aujourd'hui, j'espère que c'est un petit peu mieux, parce qu'il y a quand même une meilleure considération quand même et un développement des soins complémentaires. Mais vous voyez que, je veux dire, c'est quand même pas inutile ces soins complémentaires, parce qu'on pourrait quand même limiter la casse, hein, quand même. Bon, ça, c'est le baromètre Association francophone des soins oncologiques de support. En 2024, sur 2660 patients, ils ont montré les besoins exprimés des patients. Donc, vous voyez, donc la premier truc qui sortait, c'est la gestion des effets indésirables des traitements. Ça paraît logique. Le soutien psychologique en deux, les pratiques complémentaires entre eux. Puis l'activité physique, la diététique. Donc ça, c'était les besoins exprimés. Après, il y avait l'accès aux soins. Donc, dans 75% des cas, il y avait un accès socio-esthétique. C'est vrai que ça, c'est un soin qui est très développé dans les services d'onco. La prise en charge de la douleur, la gestion des effets indésirables, vous voyez, pour les 3/4, soutien psychologique, la diététique, la nutrition. Pourquoi? Parce que dans les établissements de santé qui sont
accrédité pour faire de la cancéro, l'établissement est obligé d'avoir un panier de soins de support, un socle, comme on dit, qui est composé d'une assistante sociale, diététicienne, psychologue, soit un spécialiste de la douleur ou une infirmière référente de la douleur et des soins palliatifs. Ça, c'est le minimum syndical. Après, si vous rajoutez des trucs, il n'y a pas de problème, mais le minimum syndical, c'est ça. Donc ça, normalement, dans les services de cancéro, normalement, ils ont accès à ces 5 choses-là. Et puis, les principaux freins, c'est, voilà, les personnes donc interrogées disaient, on ne sait pas à qui s'adresser. C'est trop loin de la maison parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent, les soins de support sont dans des lieux dédiés et il faut donc revenir exprès. Alors déjà, pour un patient qui est soigné dans un établissement où il fait sa chimio, revenir exprès dans le même établissement pour faire l'activité physique, par exemple, il y en a qui ont du mal. Et puis, il y a aussi le fait, bon, il y a le coût et le reste à charge, hein, comme on l'a vu, mais il y a aussi le fait que, comme ce sont souvent des soins gratuits, les gens qui habitent un peu loin ne peuvent pas prendre le VSL pour y aller, parce que ce n'est pas pris en charge, puisque l'acte est gratuit. Donc, ils ne peuvent pas être remboursés. Voilà, puis la compatibilité, évidemment, compliquée avec l'activité professionnelle. Pour les gens qui sont médecins en activité, des fois, si selon les horaires des différents soins, c'est pas nécessairement simple. Donc on a créé, Overint, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je passe très vite. Et donc, voilà, donc en 2026, là, on devrait quand même mettre un gros coup d'accélérateur. Le gros truc, ça va être de créer quand même le site internet, parce que c'est le site internet qui va être très important. On a le temps, là, je vous fais un petit bonus, un truc de C'est dingue. le Hein. petit bonus. Mais un truc de dingue. Et Hein. après, on passe aux questions. C'est Ouais. OK? Allez, c'est juste une diapo. Ah, avec plaisir. Alors attention, le fondement scientifique de la santé intégrative. Parce qu'il y a un fondement scientifique, l'épigénétique. Ça, c'est un truc, c'est une bombe, ce truc. Vous connaissez? Vous parle? Pas compliqué. L'épigénétique, donc étymologiquement, ça veut dire par-dessus la génétique. L'épigénétique, c'est une science, tenez-vous bien, il y a une modulation de l'expression de nos gènes qui est conditionnée par notre comportement. C'est pas une bombe, ça? Parce que d'habitude, on parle de génétique, tout le monde sait ce que c'est que la génétique, il y a un déterminisme génétique, notre vie, elle est écrite sur notre ADN. Non, en fait. En fait, on peut changer le texte, je veux dire. Donc, on peut intervenir dans le débat. D'où ça vaut le coup d'être acteur de sa santé, en fait. Parce qu'en fait, encore une fois, selon ce qu'on mange, selon ce qu'on bouge, selon ce qu'on gère un peu son stress, selon notre vie sociale, on va influencer nos marques épigénétiques. Alors, je vais très vite là-dessus. Tout le monde sait ce que c'est que l'ADN, bien entendu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'épigénétique, c'est des molécules chimiques qui vont venir se scotcher sur l'ADN sans altérer la structure. Ce n'est pas une mutation. Quand on parle de mutation génétique, ça veut dire que là, il y a un changement dans la structure, dans la molécule. Il y a une molécule qu'on a remplacée une autre, donc ça change complètement le code génétique. Ça, c'est une mutation, c'est irréversible. Et ça peut avoir des conséquences fâcheuses selon le gène concerné. L'épigénétique, c'est des marquages, donc des molécules chimiques qui vont venir se scotcher sur un gène. Et en fonction de l'intensité de ce marquage, le gène va s'éteindre. Et si les marqueurs épigénétiques, au contraire, ne sont pas présents sur ce gène va s'hyper-exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme un variateur de lumière, en fait. Alors, c'est ce qu'on appelle la méthylation. Donc, la méthylation, c'est-à-dire qu'il y a un petit molécule méthyle qui va venir se fixer sur le petit C qui est là, la cytosine, et voilà, et qui va donc atténuer éventuellement l'expression du gène. Mais il y a aussi, bien entendu, des actions qui se font au niveau de molécules qu'on appelle les histones. Les histones, c'est comme le yo-yo, vous savez, l'ADN s'enroule autour, en fait. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un phénomène qui est transmissible quand les cellules se multiplient, elles transmettent toutes les modifications épigénétiques, tout l'épigénome, finalement, ça s'appelle. Un épigénome. Tous les marquages épigénétiques sont transmis aux cellules filles. Et ce qui est génial, c'est que c'est réversible. Putain, ça, c'est un truc. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que si toute votre vie, vous avez une vie d'hygiène pourrie, d'accord? C'est-à-dire vous avez travaillé comme un âne, vous n'avez pas fait de sport, vous avez été sédentaire, enfin bon, bref, la totale, quoi. Je veux dire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, c'est peut-être pour ça que vous êtes malade.
vous vous dites: «Bon, je vais peut-être essayer quand même de faire quelque chose, de prendre soin de moi, hein, donc je vais peut-être faire attention à ce que je mange, je vais me mettre à faire des activités physiques, enfin et cetera, donc avoir une hygiène de vie». Eh bien, votre épigénome va se modifier et ça à n'importe quel âge et ça peut être de nouveau bénéfique pour vous parce que le changement épigénétique peut être assez rapide en plus. D'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, il y a tout des applications d'épigénétique. C'est pas que le cancer, hein, c'est toutes les maladies chroniques, hein, bien entendu. Mais il y a des applications en épigénétique, ça donne le tournis, hein. C'est-à-dire même, on pourra peut-être un jour intervenir sur le vieillissement. Je n'irai pas plus loin. Un jour, si vous avez envie, je serai très heureux de vous parler pendant 1 heure d'épigénétique parce que vraiment, c'est un truc passionnant. Et tu feras au bazar de la santé, quand on ouvrira la première salle. Si tu veux, avec grand plaisir. Cool. Et puis voilà, bah, en conclusion, voilà, bon, bah, c'est une approche holistique. Une approche pluridisciplinaire, c'est ça, c'est les mots-clés qu'il faut retenir, d'amélioration de la quantité de vie, l'autonomie des patients, qui a un qu'on pourrait aussi, qui est intéressant parce que c'est très lié avec l'épigénétique, c'est le microbiote, hein, Ah, de c'est plus en c'est le prochain qui vient. c'est, Julien Scandi. Julien Ça Scandi? vient en janvier ou février. Passionnant, C'est ouais. prévu C'est déjà. passionnant. Les microbes. Alors C'est ça, la prochaine conférence. ça, c'est vraiment ça interagit avec l'épigénétique. Qui fait le teasing de la prochaine conférence. C'est fort. Non, mais c'est dingue. Donc, des Ouais. fois, Incroyable. donc, comment dire? Voilà, l'autonomie des patients, ça aussi, c'est un mot-clé, de la prise en charge plus complète, plus humaine de la maladie. Et là, on va finir par les valeurs, je dirais, de la médecine alternative. Ce sont exactement les mêmes valeurs que la démarche participative dont je parlais tout à l'heure. La bienveillance, la pluridisciplinarité, la transversalité, l'autonomie, la coordination, le respect, la reconnaissance, l'humilité. Ça, c'est une chose qui est fondamentale aussi. L'humour, c'est important, et l'humanité, bien sûr. Et puis, je vous invite donc à noter dans votre agenda et dans votre smartphone le 21 et 22 mars, le congrès de santé intégrative Vulcania, où là, il y aura donc, bah, c'est un congrès, c'est pas un salon. D'accord? Hein, parce que là, c'est pas pareil, hein. Donc, le congrès, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont intervenir, des gens de pluriprofessionnels, il y a toutes les professions, qui vont venir et parler de leurs expériences. Donc, il y a quand même des gens, des grandes pointures qui vont venir. Et puis, bah, en plus, cerise sur le gâteau, le Yannick qui sera là. Pourquoi il sera là? Pour 2 raisons. C'est que d'une part, il fera un concert, la veille au soir, je crois, à Vichy. Voilà. Donc de ce fait-là, bon, bah, je pense qu'il sera donc avec nous le lendemain, puisqu'il est le parrain. Et en plus, c'est un gars qui est très branché intégratif, puisque c'est bon, vous connaissez, c'est un ancien sportif de haut niveau. C'est un gars qui déjà à l'époque, lui, concevait la préparation mentale de manière intégrative, si je puis dire. Le problème, c'est qu'il était un petit peu trop en avance sur son temps et qu'à l'époque, tous les médecins de la Fédération française de tennis lui ont dit: «Non, non, non, c'est des conneries ça, c'est des conneries, laisse faire». Donc, bon, donc ça l'a un petit peu, mais donc lui, il est sensible à cette cause, à cette, parce qu'il a bien compris l'intérêt que ça pouvait avoir. Euh, je le dis à haute voix, du coup, les gens qui nous regardent, donc tu avais une dizaine de personnes qui t'ont regardé en direct, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me le mettre là, parce que du coup, je les poserai. Je vais lancer la série de questions, je te l'ai déjà posée la dernière fois, mais ça m'intrigue toujours. C'est pourquoi faut-il que l'être humain soit face à sa finitude, classiquement en oncologie, je pense à Fabienne dans ses soins palliatifs, où la santé intégrative devient plus presque naturelle alors qu'elle devrait être là en prévention dès le démarrage. Mais il y a toujours ce rapport, je trouve, à notre finitude pour que on se rende compte, bah, ah oui, il faut qu'on prenne soin de nous. Enfin, tu vois, c'est souvent les oncologues et les médecins de santé palliative qui nous apportent plus sur la santé globale. Peut-être que les neuroscientifiques pourraient répondre à cette question. Mhm. C'est vrai que, bon, c'est pas difficile de comprendre que, en faisant attention à ce qu'on mange, en bougeant, en essayant de faire des choses pour, être moins stressé. Le stress chronique, c'est extrêmement destructeur. Et puis, voilà, puis d'avoir une vie sociale, la plus harmonieuse possible. Bref, on sait tous ça que c'est bien. Bien sûr, je veux dire, c'est des choses qui sont accessibles à tous, que tout le monde peut comprendre. Mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi on continue à fumer, continue à boire, à bouffer comme des chancres, et bouffer de la merde et cetera? Pourquoi finalement?
Bah, c'est Sapiens, en fait. Sapiens, et il y a une explication neuroscientifique à ça. Donc, je ne sais pas si vous avez lu un bouquin qui s'appelle, alors il y a 2 bouquins, il y a Le bug humain et Le striatum de Sébastien Boller. Sébastien Boller, c'est un neuroscientifique. Et c'est un gars qui essaye d'expliquer pourquoi on a le comportement qu'on a aujourd'hui, qui est un comportement de destruction, en fait. Et ben, en fait, c'est vachement intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit que dans notre cerveau, on a un organe qui s'appelle le striatum. C'est un truc qui est vieux comme Hérode, puisque dès les premiers vertébrés, cet organe existait. Donc, il y a plusieurs millions d'années, donc bien avant Sapiens. Mais Sapiens, il en a hérité comme tous les vertébrés. Non, ce striatum, c'est un organe qui est l'organe de la récompense. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui est bien, il va vous envoyer une charge de dopamine, et là, waouh, c'est trop bien. Alors, c'est ce qui a permis certainement à Sapiens de survivre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait relarguer de la dopamine par le striatum? Manger, golo dans la case, enfin disons reproduire, dominer socialement, en foutre le moins possible. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, à l'époque de Sapiens, des préhistoriques, il y avait donc ils vivaient souvent par de clans, des petits clans. Et dans le clan, il y a toujours, bien entendu, des dominants, des dominés. Et donc, chez les mâles, il devait y avoir, si tu veux, un chef de clan. Donc, quand on est chef de clan, ça a un avantage, c'est que tu as toutes les femmes pour toi, parce que les femmes, évidemment, sont attirées, comme les animaux, hein, sont attirées par le dominant. Et puis, les dominés, eux, bah, ils allaient faire chasser, cueillir pendant que l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà. Et ça, c'était source de satisfaction, source de plaisir. D'accord? Donc finalement, ça a permis à Sapiens de survivre finalement. Et ça a permis, vous voyez, les êtres dominants, finalement, c'est eux qui reproduisaient le plus. Donc tu vois? Le problème, c'est que ce qui nous a permis de survivre à l'époque, on est en train de courir à notre perte avec le même organe. Parce qu'on vit, bien entendu, dans une société qui n'est plus du tout la même que celle des préhistoriques. On vit dans une société de hyper-consommation. Et le problème, c'est que le striatum, il est insatiable. Tu prends un carré de chocolat, putain, l'autre là-haut, là. Wow, 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 wow. Putain, il t'envoie la dopamine. Ouais, mais seulement il te dit, prends le deuxième carré de chocolat. Ah ouais, je vais prendre un deuxième carré de chocolat. Puis un troisième, puis un quatrième. Et puis je vais bouffer, je vais bouffer, je vais bouffer, je vais bouffer. Et c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, il est insatiable. Donc on va lui faire plaisir, mais en lui faisant plaisir, c'est pas nécessairement bon pour notre santé. Et c'est ce qui peut nous faire courir à notre perte aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on sait que effectivement, on sait ce qu'il faut faire pour, disons, essayer de mieux vieillir, mais on le fera pas toujours. Parce que sur le moment, on a envie de se faire plaisir. Et il y a eu des expériences neuroscientifiques qui étaient passionnantes, notamment avec des enfants. On peut le faire avec vos gosses, hein. Vous prenez un chamallow, l'expérience du chamallow. Posez un chamallow dans l'assiette. Le gamin, il est assis devant. Puis l'adulte, il dit, bon, bah voilà, tu vois, tu as un chamallow, je vais m'absenter. Alors, le gamin, ils ont entre 4 et 7 ans, d'accord? Je vais m'absenter, je reviens dans 10 minutes. Si tu n'as pas mangé ton chamallow, je t'en donne un deuxième. OK? 80% des gamins bouffent le chamallow avant les 10 minutes. Et les adultes, ils sont tout pareils. Pas avec le chamallow, hein. Avec du fric. On pense ça maintenant, avoir et être. Ouais. C'est notre société. Oui, oui, tout complètement. Complètement. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, il y a quand même des solutions, heureusement, hein. Il y a des solutions face à cet organe qui est quand même, qui est quand même très coquin, qui est un peu le responsable un peu des addictions aussi, finalement. Tiens, faut savoir que le sucre, c'est extrêmement addictif, c'est plus addictif que le cannabis, hein. Mais par contre, on a en face tout à côté d'ailleurs du striatum, une autre partie du cerveau qui est juste derrière, là, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. C'est dans le lobe frontal, ça. C'est juste à côté, hein. Et lui, il est là pour dire, hop, 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 on se calme. C'est, on va dire, le cerveau de la raison. Et ça s'éduque, ça se travaille, ça se travaille.
Voilà, donc voilà, la situation est grave, mais pas désespérée quand même, hein. Mais bon, faut s'en donner les moyens, faut se donner les moyens justement dès tout petit. Parce que le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on vit dans un pays où, enfin pas qu'en France, hein, on a interdit les pubs sur le tabac, c'est bien. Les pubs sur l'alcool, on n'en voit plus beaucoup. Alors par contre, les pubs sur la malbouffe, c'est monstrueux. Les gamins, quand ils regardent des dessins animés, les pages de pub, je sais pas si vous avez déjà vu les pages de pub entre deux dessins animés, mais moi j'appelle ça c'est criminel. Mmh. C'est carrément criminel. Soda, les gâteaux, les machins. Quand vous faites les courses avec les gamins, parce qu'aujourd'hui c'est les gamins qui font les courses, hein. C'est-à-dire qu'en fait ils sont debout dans le caddie, hop, ils voient la boîte de biscuits parce qu'ils l'ont vu à la télé, et puis vas-y, ils te remplissent le caddie. Bon, quand en tant que parent, bon, tu es là, bon, allez, fais-toi plaisir, oui, fais-toi plaisir, mais il est en train de se détruire le gamin, quoi. Donc c'est difficile parce que c'est tout un travail d'éducation, enfin c'est pas simple à faire. Elle est pas simple. Au niveau des gouvernances, c'est pareil, il faut pas les accabler parce qu'ils ont le cul entre deux chaises. C'est bien la prévention, bien entendu, mais d'un autre côté, vous mettez des économies en péril, puis des économies extrêmement puissantes. Tout le monde de l'agroalimentaire, c'est d'une puissance de feu incroyable. Donc eux, ils ont, voilà, quand on a la puissance, on a le pouvoir. Donc c'est un peu difficile de les mettre un peu en difficulté, quoi. Tu vois, c'est pas facile, hein, je veux dire, je comprends, c'est pas simple. Bon, c'est pour ça, faut pas attendre que les choses viennent de la gouvernance. C'est à nous, ça faut que ça parte de la base, en fait. Et tout ça, ça s'informe. Faut informer les gens. Faut leur dire, voilà, faut leur expliquer. C'est ce que tu es en train de faire. Voilà, voilà. Et puis après, on transmet. Y a-t-il des questions dans la salle? C'est bien jouer. Alors, les soins palliatifs, puisque vous êtes 2 représentants des soins palliatifs, les soins complémentaires, c'est remarquable aussi, ça. Nous, enfin, moi, ce que nous décidons, c'est dans le service, c'est quand vraiment on a une temporalité différente parce qu'on a des moyens du ressources humaines. Mmh. Mais souvent, on se dit, pourquoi c'est pas pareil dans les autres services? C'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est pas non. Voilà, en fait. Bah, moi, je me retrouve totalement, vous l'avez dit, évidemment. Mais pourquoi ce ne serait pas dans les autres services? Après, il y a une question de RH, il y a une question de temporalité. Après, c'est marrant parce que dans les études que vous avez sorties, il y a des études que nous, on utilise en soins palliatifs, notamment on a une sur la méta-analyse Kennel en 2010, on utilise sur la qualité de vie et la survie quand on applique les soins palliatifs bien auprès de patients qui ont des néoplasies pulmonaires. Elle est hyper connue, cette étude, qui disent que ça augmente la survie d'une arrivée de prise en charge. C'est-à-dire que ce lien-là qu'on a, ben, oui, on fait de la médecine, c'est évident, Bien sûr. mais c'est pourquoi on n'arrive pas à faire ce que nous on fait avec intégrer de la thérapie, là, il y a une musicothérapie la semaine dernière, dans les services, pour que, voilà, que le patient reprenne une place de patient avec une maladie. Moi, souvent, je dis, nous, on a des patients avec des maladies. C'est pas une maladie chez un patient. Ça, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise toujours, surtout à l'arrivée dans une unité de santé, dans la globalité. On se retrouve, on est bien sûr, mais pourquoi Mais c'est transposable à tous les niveaux. Enfin, c'est même, même chez les gens qui ne sont pas malades, en fait. En fait, c'est fondamental, quoi. C'est l'idée des besoins de la santé. Si on fait de la prévention primaire et si on, avec de la santé intégrative et qu'on fait en plus par des soignants, pour des soignants, ben, on va planter les graines pour que ce lien se tisse, soit beaucoup plus holistique que ce qu'on fait actuellement. Exactement. Enfin, moi aussi. Mais comme tu dis, c'est des graines qui se récolteront Oui, il faut être patient, faut être patient. dans de nombreuses années. Il faut être patient, mais les fruits, on les récolte effectivement certainement plusieurs années plus tard, mais faut être patient. Mais moi, je suis confiant. En France, on y arrivera. Les mouvements qu'on a lancés, il y a beaucoup d'innovations sur la santé intégrative qui sont à émerger. Effectivement, voilà, le congrès en est à preuve, c'est que j'y arrive. Mais il y a d'autres, justement, il y a Sanon qui commence à planter des graines aussi en France. Clairement, est bien impliqué sur tout ça. Je pense qu'on les voit de plus en plus, ce mouvement d'essayer d'amener l'humain au centre des soins Et la génération qui arrive aussi va nous pousser un peu. Et plus jeune, mais une conception beaucoup plus élargie de la santé et de la santé planétaire, en tout cas. Et je pense qu'ils vont nous pousser. Ouais, les internes, chaque semestre, on a un interne.
Et ouais, ça me fait plaisir, c'est parce qu'ils sont vraiment sensibles à la cause, les jeunes. Voilà. Ils savent de quoi on parle quand on fait quand on parle de soins de support, de santé intégrative, voilà, ça leur parle. Donc ça, c'est positif. Oui. La caisse MSA a mis ce qu'il fallait pour faire la promotion. Et donc, du coup, là, ça permet justement de faire des soins primaires, maintenant de faire de la prévention auprès des adhérents MSA. Hein, soit 24, avant que je suis partie sur la région Auvergne, 24 agriculteurs adhérents à MSA, il n'y avait pas que des agriculteurs. Et on fait un bilan de sauvegarde, un bilan urinaire et une éducation thérapeutique. Après, ils voient la diététicienne et ça permet de faire un point. On reprend avec eux les soins de prévention auxquels ils doivent accéder. Et oui, c'est bien. Ça se met en place tout doucement. Ça va être, Ouais, mais l'énergie est vraiment. non, c'est très bien. Très bien. Pas d'autres questions, réflexions? Ou ça va être là? Tu vas dire au revoir, tu dis au revoir à la caméra. Au revoir, caméra. Du coup, bah, on dit merci, tu vois, d'avoir Ah, mais suivi, merci. tout mais- ça, bah, oui, voilà. Tu alors, merci. reviendras. Je reviendrai. Tu reviendras pour l'épigénétique à la Colombière, si tout va bien. La prochaine conférence de Julien Scanzi, on espère pouvoir la faire à la Colombière en janvier ou février. Donc ça, ce sera chouette. Tu as teasé Julien Scanzi déjà, donc c'est chouette. Tu reviendras pour l'épigénétique. C'est Avec l'idée, plaisir. c'est de nourrir la réflexion de comment on fait la santé autrement et comment on prend soin de notre santé autrement. Donc c'est chouette. Et merci infiniment C'est un plaisir. d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Et tu seras donc sur YouTube incessamment sous peu. Sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube. Et tu vas nourrir le prochain épisode de podcast des Bazars qui sera donc sur la santé intégrative avec relais sur ta conférence. Avec modération. Hein. Avec modération, bien sûr.